Ravi de vous retrouver ce matin, mes chers lève-tôt. Ce rendez-vous matinal est l'un de mes préférés, vous le savez déjà. Celui, bien entendu, qui me transporte de si bon matin dans vos différentes maisons, sur vos smartphones également. Allez, soyez grandement salués pour votre fidélité sans faille. Vous le savez, tous les matins, ici commence le programme d'actualité et d'information. Et bien entendu, je vous souhaite de passer une très belle matinée, une très belle journée jupitérienne en notre compagnie. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida Bio-Maman. On a la pêche ce matin? Ah, comme tous les matins. Et ça ne change pas, le bulletin d'information, c'est avec vous tous les jeudis et vendredis, n'est-ce pas? Absolument, et j'ai hâte de faire découvrir le menu du jour d'ailleurs. Alors, au menu de votre matinale ce matin, on va parler donc de jeux vidéo, précisément du gaming. Eh bien, c'est un jeu multijoueur en ligne et son essor ces dernières années est tel qu'il est considéré aujourd'hui comme une discipline sportive. Et ceci, il faut le dire, intéresse de plus en plus les marques qui voient là une nouvelle source de revenus. Et oui, ce jeu, il a débarqué au Bénin. On en parle de ses avantages et inconvénients sur le forum de discussion du jour. Rendez-vous à 8h10. Dans l'émission du jour également, il y a l'incontournable rendez-vous de l'heure du français. Aujourd'hui, c'est une rubrique Heure du français aux couleurs de la femme, puisque c'est le 8 mars. On va donc célébrer les femmes. On anticipe ici sur 5-7 matin et bien sûr, nous avons promené notre micro dans la ville de Cotonou et ils ont été nombreux à se prêter au jeu de définition de mots. On les entendra dans un moment. Merci de rester à nos côtés et surtout de ne pas oublier que vous pouvez interagir avec nous sur le forum de discussion en répondant à la question suivante. Quelles influences les jeux vidéo peuvent-ils avoir sur l'éducation? On compte sur vous pour investir notre messagerie Facebook, WhatsApp et également Twitter. On va retrouver Nadège Sandy autour de 8h10 et avec elle, vos opinions seront relayées sur le forum de discussion. Mais pour l'heure, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'actualité, c'est le bulletin d'information avec Christelle Tongodo. Bienvenue au bulletin d'information. On démarre par cette immersion du ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires dans les écoles à Kantine, Paulin, Benou, à Sioni, des villages à Kantine de la commune d'Akro-Misrete. Vitis Arouré, Calvador Aronou était avec lui. On suit le reportage. Des écoles à cantines scolaires de la commune d'Akro-Misrete reçoivent le ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires. Paulin Benou et sa délégation constatent le fonctionnement de ces cantines et surtout la qualité des repas servis aux enfants. Nos enfants sont dans les écoles, ils ont de quoi manger, ils en ont en quantité, la qualité également hier, ça nous a fait plaisir. Et je profite de l'occasion pour dire que le gouvernement de notre pays s'engage d'ici à 2 ans à impacter dans les zones rurales tous nos enfants là jusqu'à 100%. De l'école primaire publique de Gami en passant par celle d'Akpakame, Benokpo, commune de Misrete, les écoliers bénéficient d'un repas chaud chaque jour à l'instar d'autres enfants du Bénin. Nous remercions infiniment tout l'effort que fournit le gouvernement de notre pays, le Bénin. Les enfants sont tellement contents qu'à midi, ils sont tellement heureux de trouver quelque chose à manger. Et les parents aussi sont tellement aussi contents parce que le gouvernement les aide à nourrir les enfants. Le conseil communal d'Akpro-Misrete apporte également sa pierre au fonctionnement des cantines scolaires de la localité. L'une de ses contributions est ce magasin de stockage des vivres destiné à l'alimentation des écoliers. Les 4 écoles à cantines que nous avons visitées, nous avons constaté qu'il y a du mieux. Parce qu'on savait ce qui se passait il y a des années, mais depuis l'arrivée du gouvernement de la rupture, nous avons vu qu'il y a une grande amélioration. Notre souhait est que toutes les écoles primaires soient impactées à 100%.
Nous avons vu les enfants à table, il faut l'avouer. Je me suis souvenu de mon enfance où il était même rare, les midis, de trouver de quoi laper les doigts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une séance de concertation avec les acteurs impliqués dans la gestion des cantines scolaires marque également cette visite du ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires dans la commune d'Akpro-Missirete. Elles font sans doute le plaisir des pauses déjeuner des bouts de chou dans nos cantines scolaires. Les lentilles, les haricots secs ou légumineuses tout simplement. Nous vous proposons de nous pencher sur le potentiel d'enrichissement du sol. Les légumineuses alliées pour une agriculture durable. C'est un sujet signé Igor Ayosso et Amadina Niabosso. Elles sont petites et peuvent pousser partout à travers le monde dans des sols très pauvres. Riches en couleurs et en saveurs et énergétiques, les légumineuses sont polyvalentes et regroupent une importante variété d'espèces végétales. Les légumineuses sont des espèces végétales dont les fruits sont contenus dans une gousse. On peut citer les haricots, les pois, l'arachide. Ce sont des denrées apportées. S'il faut les comparer aux autres aliments, c'est les moins chers en termes de coût sur le marché. Les légumineuses ne sont pas seulement bonnes pour la santé, elles le sont également pour la planète. Elles sont de véritables engrais verts. C'est naturel dans un premier temps. Ensuite, ça permet à l'environnement de se débarrasser des machines qui vont apporter les engrais pour les fixer. Donc on réduit déjà l'apport de CO2 à l'environnement. Les légumineuses permettent d'enrichir le sol, déjà par la fixation de l'azote de l'air, N2. Cet azote est transformé en azote minéral, NH3. Et puis, cette forme d'azote est utilisée beaucoup plus facilement en fait par les espèces végétales qui sont cultivées sur le sol. Donc, les légumineuses permettent d'améliorer la biodiversité. Quand on cultive les légumineuses, on lutte contre l'érosion éolienne, c'est-à-dire par le vent, et l'érosion hydrique, c'est-à-dire par l'eau. Les légumineuses également facilitent ce qu'on appelle la mycorhisation au niveau de l'agronomie, qui permet en fait d'avoir un système agricole durable et d'avoir aussi de bons rendements. L'utilisation des légumineuses consomme moins d'énergie au niveau des systèmes agricoles, ce qui veut dire que les rendements seront satisfaisants. Ça peut permettre aux cultivateurs de faire des cultures intercalaires. Pour quelqu'un qui cultive le maïs, il peut mettre entre ses cultures le haricot. Faible consommation en intrants, culture de rupture dans les rotations, gain de rendement pour les céréales, fertilité des sols. Les légumineuses sont de plus en plus recherchées pour leurs bénéfices agronomiques et environnementaux. Nous devons davantage accorder de l'importance aux légumineuses et les utiliser beaucoup plus dans l'agriculture écologique et durable, de manière à réduire un peu l'utilisation ou à réduire davantage l'utilisation des éléments chimiques, des intrants chimiques pour une meilleure qualité nutritive au niveau des consommateurs finaux que nous sommes, que sont les êtres humains. Puisque c'est moins cher, c'est accessible à la grande frange de la population et donc ça contribue à plusieurs titres à la réduction de la pauvreté. Les légumineuses s'offrent comme une réponse providentielle à la nature face aux défis mondiaux liés à l'environnement et à la sécurité alimentaire. Et on parle économie à présent. Francine Aïssi-Ouani entre dans le club select des ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest pour l'Alliance des patronats francophones. Plus qu'un honneur, ce positionnement est porteur d'un nid d'opportunités pour l'univers des patrons d'entreprises du Bénin à l'international. Françoise Aïssi-Ouani s'en est confiée à Ramatou Lawani et Ghislaine Adimi. L'Alliance des patronats francophones, je pourrais dire en quelques mots que c'est 40 patronats de par le monde, de 35 différents pays, soit environ plus d'1 million d'entreprises qui sont membres. L'Alliance de patronat francophone travaille à renforcer les liens économiques au sein des entreprises, travaille également à développer les relations commerciales et à mettre les chefs d'entreprise ensemble pour pouvoir développer leurs activités.
L'intérêt pour le Bénin d'être membre de cette alliance est vraiment multiple parce que ça nous permet de pouvoir entrer dans un grand réseau de chefs d'entreprise et de pouvoir partager les expériences pour avoir de bonnes pratiques. C'est également un moyen à terme, et c'est en cours en téléchargement, je dirais, de pouvoir disposer dans son seul passeport de visa de 35 pays à la fois. On voudrait sortir visa pour les chefs d'entreprise francophones. C'est également susciter des investisseurs qui viennent investir dans nos pays et mettre en partenariat avec d'autres entreprises qui sont ici. C'est également aider les petites et moyennes entreprises à se développer en serrant la main des grands. Être membre de ce réseau, c'est très porteur pour nous, surtout en ce moment où le gouvernement béninois investit énormément dans le tourisme. Il y a beaucoup de chantiers et donc de par ces relations, c'est pouvoir trouver, pourquoi pas, des partenaires du monde de l'industrie touristique qui acceptent de venir aux côtés du gouvernement également investir, construire d'autres hôtels, construire d'autres sites, améliorer ce qui est en train d'être fait. Et pourquoi pas, pour le tourisme béninois, j'attends vivement avec tout ce qui est en train d'être fait. Je sens que le pays est de plus en plus prêt pour pouvoir accueillir une prochaine REF. Cette impasse de devenir un rituel politique, un président d'institution fraîchement nommé fait le tour de ses pairs en poste, règle respectée par Conrad Baguidi, le nouveau président élu du Conseil économique et social. Après l'Assemblée nationale, il fait ses civilités au président de la Cour suprême à Porto-Novo. On l'écoute. Les sujets sont nombreux. Je vais juste vous dire que ce qui va être très important pour nous, c'est de pouvoir trouver la synergie nécessaire pour à la fois nous départir proprement des questions qui se mélangent souvent entre Cour constitutionnelle et Cour suprême, parce qu'il ne s'agit pas des mêmes sujets. La Cour constitutionnelle s'occupant strictement de la Constitution et la Cour suprême qui est plutôt sur les aspects judiciaires, que les contentieux électoraux dans les communes, par exemple, relèvent de cette institution-là. Et je pense que c'est plusieurs situations comme ça que nous allons essayer d'identifier. Le président m'a dit qu'il souhaitait organiser des portes ouvertes prochainement, dans ce semestre-ci, pour permettre en fait à ce que nous puissions mieux connaître, pas que nous, mais l'ensemble des populations qui souhaitent mieux connaître la Cour suprême pourraient, et notamment l'Assemblée nationale qui fait également cette demande. Nous sommes demandeurs en tant que conseillers au Conseil économique et social pour mieux appréhender toutes les responsabilités, toutes les missions qui sont assignées à la Cour suprême afin de mieux accompagner nos populations pour qu'elles se sentent plus en justice, en paix, et qu'elles se disent que dans mon pays, la justice règne. Et d'ailleurs, même en attendant, si nous sommes en paix au Bénin, c'est simplement parce que cette cour-là, par exemple, travaille très très bien. Je suis parfaitement satisfait parce qu'on a eu une audience dans laquelle on a abordé les sujets, mais avec beaucoup de qualité pédagogique, ce qui fait que effectivement, je repars d'ici, non pas comme un magistrat, mais quelqu'un de beaucoup plus averti. Cette fois-ci, c'est le président du Conseil économique et social qui reçoit les patrons d'entités d'encadrement et de soutien aux entreprises. Il s'agit du directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et du président de la Chambre du commerce et de l'industrie. Il était surtout question de coopérer pour produire des effets multiplicateurs d'impact de leurs missions respectives. On les écoute. L'objectif de cette rencontre ce matin avec le nouveau président du CES, c'est d'échanger avec lui pour voir comment les objectifs qui lui ont été fixés par le gouvernement peuvent trouver justement des relais pour nous permettre de continuer notre mission et surtout de renforcer notre mission au service du développement des petites et moyennes entreprises de notre pays. En travaillant de manière beaucoup plus resserrée avec le CES et son président, notre objectif est de faire en sorte que la force que nous avons puisse être décuplée par le rôle du CES, notamment en ce qui concerne
les évolutions législatives et réglementaires qui doivent permettre justement de tenir un peu plus compte des intérêts des entreprises. Vous savez que si les entreprises se développent, gagnent de l'argent, c'est un développement de l'emploi qu'il y a derrière. Et ce faisant, ça doit nous permettre justement de pouvoir associer l'ensemble des entreprises de notre pays et surtout de faire en sorte que les évolutions législatives qui sont nécessaires au développement des PME puissent se faire le plus rapidement possible. La Chambre de commerce a pour vocation de défendre les intérêts économiques des entreprises dans notre pays. Et avec cette réforme de CES, vous devez comprendre aussi qu'aujourd'hui, dans les 12 départements, nous avons des élus qui sont présents. Et nous ne pouvons pas aborder les sujets de PME sans parler de tout ce qui touche au développement du secteur privé de notre pays. Et je pense qu'avec cette allure, nous pouvons offrir des solutions adéquates à nos entreprises au Bénin. Au retour sur le massacre de Thiaroye, la tuerie massive par le colon d'anciens combattants africains réclamant juste une paye, ces mêmes soldats qui avaient pourtant défendu la France, les universitaires de l'Académie nationale des sciences, des arts et de lettres du Bénin revisitent l'histoire par un colloque pour que ne se perde la mémoire. Les échos avec Michael Noati et Sylvain Savi. Ils étaient des dizaines de soldats africains, y compris des Béninois, à perdre la vie après avoir réclamé leur dû. 80 années sont passées. La communauté universitaire garde le souvenir. Les deux guerres mondiales, 1914-1918 et 1939-1945, ont marqué en effet bien de pays africains, y compris le Bénin, où certains de leurs citoyens ont, avec courage et bravoure, combattu pour vaincre le nazisme aux côtés des Français pour la liberté. Le 1er décembre 1944, au lieu de voir leur principale doléance satisfaite, c'est un peloton d'exécution qui finit de mettre fin à leur rêve de regagner leur pays. Ils furent massacrés par leurs propres compagnons d'armes. La tragédie Thiaroye, 1944. Thiaroye, on dirait, mais c'est pas au Bénin. Pourquoi Thiaroye au Bénin et à Parakou? Oui, justement, la science n'a pas de frontières. Et ce qui nous concerne, justement, tous les pays, en particulier les pays de l'Afrique occidentale française, sont concernés. Il ne s'agit pas ici de ressasser l'histoire ou d'enfoncer le couteau dans la plaie. Il s'agit plutôt de réfléchir avec la jeune génération sur le regard que porte le reste du monde sur les Africains après la commémoration et surtout de voir comment changer ce regard. En ce jour, alors que nous entamons cette discussion passionnante, je nous invite à réfléchir sur ce défi immense, celui de redéfinir le regard du monde sur les Africains. Faisons-le avec conviction, avec audace et surtout avec l'espoir que demain le regard posé sur nous sera un regard de respect, d'admiration et de collaboration fraternelle. 2 jours durant, les étudiants vont boire à la source de l'histoire et se repositionner pour mieux écrire leur propre histoire. Et dans le reste de l'actualité, on s'intéresse à l'avant-première du film Disco Africa, une histoire malgache dans laquelle l'acteur Kwame tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de Saphir. Contraint de rejoindre sa ville natale, il devra choisir entre argent facile et fraternité, individualisme et éveil à une conscience politique. Histoire d'un humanisme et d'un engagement, Heureuse Danodé nous emporte dans l'univers de ce film. Disco Africa,
L'histoire de Malgache engagé, âgé de 20 ans, qui prend son courage à deux mains pour libérer son pays, le Madagascar, des mains du groupuscule qui pille les ressources de la nation et maintiennent ses filles et fils dans la pauvreté. Tout d'abord, je m'adressais aux gens de Madagascar, mais en large éventail par rapport à la jeunesse africaine aujourd'hui. Peu importe ton niveau de vie, tu peux apporter quelque chose à ton pays et c'est à toi de prendre ton destin en main. Et c'est peut-être maintenant l'heure de vraiment se focaliser sur cette jeunesse africaine. Il y a un peu de tristesse, il y a un peu de fierté nationale. On pense à ceux qui ont disparu, comme Kwame qui cherche son père. La projection en avant-première de Disco Africa, une histoire malgache, a conquis les cinéphiles pour l'émotion transmise. C'est un peu triste comme film. C'est un peu un film qui est triste mais qui nous donne de l'espoir quand même. Parce qu'en fait, à Madagascar, les gens sont en train de piller les richesses de notre pays. On a parlé de saphir dans le film, du bois de rose, un bois précieux que les personnes malhonnêtes sont en train d'exporter à leur intérêt. Donc c'est ça qui est triste, mais on a de l'espoir parce qu'il y a des jeunes quand même qui se décident à se battre pour éradiquer la corruption et les ventes illicites dans le pays. Ouais, Disco Africa, c'est un très bon film. Moi j'ai aimé et j'ai adoré. On a passé un très bon moment quand même. J'espère vraiment que beaucoup de personnes vont aller voir ce film, mais partout dans les pays, mais surtout africains, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans nos pays. Disco Africa, une histoire malgache, et pour ces cinéphiles, une histoire africaine mise en scène à Madagascar. Il dénonce des mots typiques de la plupart des États africains rongés par le désenchantement. Son acteur principal, Kwame, s'inspire de l'histoire de l'homme d'État indépendantiste et panafricaniste ghanéen Kwame Nkrumah pour démontrer que l'espoir d'une Afrique meilleure est permis. Dernier sujet de ce bulletin d'information, François Xavier Adjovi, lauréat de la 25e édition des championnats nationaux de Scrabble après une remontée spectaculaire. Longtemps devancé par ses adversaires, il a su s'imposer lors de l'ultime manche grâce à une performance impressionnante. D'autres athlètes complètent le podium après moult rebondissements. L'ambiance était à son comble pour la première journée des championnats nationaux de Scrabble. Pour ces 25e championnats nationaux de Scrabble à Ouidah, certaines décisions ont été prises dans l'objectif de motiver davantage les joueurs. Entre autres mesures, nous avons décidé de l'augmentation de 25% des primes de qualification de tous les joueurs qui ont réussi à atteindre leur minimum. Le Blitz disputé en 4 manches a tenu toutes ses promesses. Jusqu'à mi-parcours, les favoris et outsiders restaient au coude à coude, mais c'est le jeune Carnot Atimandjegaï qui crée la première sensation en terminant la deuxième manche à -4, prenant le dessus devant Moussa Fils Djibril et Julien Afaton. Mais tout va basculer dans la troisième partie. Atimandjegaï chute à la 6e place, tandis que Djibril et Afaton s'installent en tête, talonné par Nicanor Kovi à seulement 4 points. À l'ultime partie, intervient le coup de théâtre. 2 joueurs jusque-là au podium, François Xavier Adjovi et Chevron Tiakpe, réalisent une remontée fulgurante. Adjovi, champion du monde du classique 2023, s'impose en tête de la manche, -55, juste devant Tiakpe, -56, renversant complètement le classement final. Au terme de cette bataille acharnée, François Xavier Adjovi décroche son premier titre de champion national de Blitz avec un score de -229, déjouant tous les pronostics. Quand il y a le titre de champion en Blitz, ça fait toujours plaisir. D'une manière ou d'une autre, je suis content, mais je ne suis pas content du résultat que j'ai obtenu pour avoir ce titre. Pour le reste du tableau, Chevron Tiakpe
auteur d'une performance remarquable, termine vice-champion, confirmant sa montée en puissance après avoir été élu Scrabble de l'année par le quotidien La Nation. Julien Afaton, champion du monde de classique 2014, sauve sa place sur le podium avec la 3e place. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. On va se retrouver demain, n'est-ce pas? Toujours sur votre matinale préférée 5-6-7 matin qui vous accompagne tous les matins du lundi au vendredi. J'espère que ça va bien chez vous, chers amis téléspectateurs. Nous, ça va ici. Toute l'équipe est au complet pour bien entendu, vous donner le meilleur. Restez juste avec nous, c'est tout ce que nous vous demandons. Dans un instant, l'heure du français avec le duo Patrick et Jean. Dans quelques minutes, le débat avec nos différents débatteurs. Et vous le savez, aujourd'hui, on parle du gaming et vous avez la possibilité d'interagir avec nous en répondant à la question suivante. Quelles influences les jeux vidéo peuvent-ils avoir sur l'éducation? C'est la question de ce jour. WhatsApp, Twitter, également Facebook pour interagir avec nous. Patrick et Jean, vous venez avec moi, c'est le duo de l'heure du français. On va aller recevoir. Bonjour Pat, bonjour Jean. Bonjour Rachida. Alors, comment ça va ce matin? Ça va, la pêche. Vous avez la pêche, ça va? Oui, Jean Fondé. Le ciel est bleu. Le ciel... le ciel est bleu. Mais continue. Il y a une chanson comme ça. Je sais pas moi. Parce que tu en fabriques tout le temps. Allez, voilà, l'heure du français, c'est dans quelques petites minutes avec vous bien évidemment. Mais avant tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On va à la revue des titres, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça vous dirait de savoir, de feuilleter les journaux? Tout à fait. On y va? Allez, oui, on y va. L'heure, pas l'heure du français, mais l'heure de la revue. L'heure de la revue, merci. C'est l'heure de la revue ce matin. On va y aller tout de suite avec le quotidien d'information, l'emblème. Et que nous dit l'emblème ce matin? Eh bien, l'emblème s'intéresse à la présidentielle 2026 au Bénin. La présidentielle 2026, donc au Bénin, succession sous haute surveillance. Qui sera le dauphin de Patrice Talon? S'interroge l'emblème du jour. L'emblème du jour, clôture de la commémoration du 35e anniversaire de la conférence nationale du Bénin. Eh bien, un culte d'action de grâce chez les Célestes ce jour à Porto Novo. Du côté du quotidien d'information Matin Libre, eh bien, c'est ce regain de messe de commémoration qui intéresse nos confrères. Qu'est-ce qui fait courir Djogbenou? S'interroge Matin Libre. Alors, voyons voir maintenant du côté du quotidien d'information, le matinal, qui nous emmène directement à la municipalité d'Abomey-Calavi et nous apprend que le chef d'arrondissement de Glodjigbe est suspendu. Il est sanctionné pour faute lourde et non-observance de l'obligation de réserve. Le préfet attendu pour entériner ou abroger l'arrêté du maire. Et puis, toujours avec le matinal, prévention de la torture, le Bénin quitte la liste rouge, informe le matinal. Dabarou, à présent, hausse du prix des fruits en période de jeûne musulman. Simple coïncidence ou mauvaise foi des commerçants? C'est la grosse interrogation en manchette de votre quotidien d'information Dabarou. Et on jette maintenant un coup d'œil du côté de la boussole, sécurité des fonds publics et mécanismes de contrôle au Bénin. Le cas Juliette de Souza, directrice de la société IFE, appelle à plus de
vigilance, mécanisme efficace de prévention de la torture. Le Bénin promu pays respectueux des droits humains. Et puis, malgré les appels au 3e mandat, Patrice Talon va passer le témoin à son successeur Dixit Léandre Hongbeji sur New World TV. De l'autre côté de la tribune des capitales, c'est le dépôt de dossiers de candidature aux examens du BEPC qui intéresse nos confrères. La course pour le BEPC 2025 a lancé, les inscriptions ouvertes jusqu'au 27 mars, affiche en manchette la tribune de la capitale. L'autre quotidien maintenant, discrimination dans les frais de mission des agents de l'État. La CGTB s'insurge contre l'injustice flagrante faite à la catégorie des conducteurs de véhicules administratifs. L'autre quotidien, toujours, le président Louis Bérounou Vlavono en visite au Chic, un hôpital de référence aux ambitions nationales et sous-régionales. Et on termine avec le quotidien d'information, décryptage qui nous informe que Central Company honore à nouveau la jante féminine du 7 au 9 mars 2025. C'est donc la 4e édition de l'événement. Elle mérite tout. Et dernière information, après son succès à Porto Novo, eh bien, Hippolyte Aron Desmais attendu dans plusieurs régions du Bénin. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. On va aller très rapidement, n'est-ce pas? On va sur l'autoroute de l'heure du français, où on va découvrir de nouveaux mots, on va découvrir de nouvelles expressions, on va redécouvrir de nouvelles pensées. Tout de suite, voici pour vous l'heure du français. Vous le savez, c'est le mois de mars et quand c'est le mois de mars, on parle des femmes. On célèbre les femmes, on rend hommage aux femmes d'ici et d'ailleurs. Et c'est une spéciale rubrique heure du français ce matin. C'est une heure du français aux couleurs de la femme avec deux hommes. Oui. N'est-ce pas? Alors, le mois de mars, c'est le mois de la femme, vous le savez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puisque le 8 mars, c'est dans pas longtemps, c'est dans, on va dire quoi? C'est dans 2 jours. Oui, dans 2 jours, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est la journée internationale des droits de la femme. Oui. C'est la journée de la femme et les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos belles, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour. Et donc voilà, aujourd'hui c'est le jour des femmes sur l'heure du français. On parle de quoi, Patrick Yossou-Jean Fondé? Oui. Et juste parenthèse, est-ce que tu sais que Fondé Jean est né un 8 mars? Ah oui, ça je ne savais pas. Il est né un 8 mars. Ah oui. Bah déjà, on peut déjà lui souhaiter un joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Par anticipation. Ouais, par anticipation. Allez. Je défends beaucoup les femmes. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi. Tu es même, on va dire, un amoureux de la femme, hein? Non, je défends plutôt la femme. Ouais. Oui, je défends plutôt la femme. Tu aimes toutes les femmes, c'est ce que je veux dire par là. Oui, comme notre ancien président. T'es élégant, t'es galant, toujours le mot juste, toujours, voilà, toujours le mot juste, le comportement qu'il faut. Merci. Bah, mais écoute. Ah, merci. Oui, avant qu'on ne continue, je voudrais saluer respectueusement le président, la deuxième personnalité du Bénin, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Louis Vlavono, qui nous suit. Hier, il a envoyé ses salutations à l'équipe. D'accord. Oui. Donc, monsieur, nous vous saluons. Toutes nos considérations. Et honorées. Oui. Voilà. Sinon, j'allais l'oublier. Il nous suit. Allez, Jean Fondé, aujourd'hui, donc, sur l'heure du français, on découvre des mots. Ce sont des mots qu'on entend souvent, ça et là. Il s'agit de 2 mots, précisément le mot féministe et le mot féminisme. Oui, mais enfin, féminisme et féminité. Oui. Féminisme et féminité, 2 mots qui se ressemblent, qui s'assemblent, mais qui ne sont pas des mots très identiques. Mais je crois qu'on a promené notre caméra
pour pouvoir... Vous croyez ou vous avez promené votre caméra? Patrick Jossou. Ah oui. Allez, nous découvrons donc ce matin les mots féminité et féminisme. Et bien entendu, vous le savez, on a l'habitude sur l'heure du français d'interroger également les citoyens de Cotonou. Le citoyen lambda a forcément sa définition des mots que nous utilisons au quotidien. Quelques-uns ont bien voulu se prêter à l'exercice. On les écoute. Le féminisme, je pense que c'est tout ce qui a trait à la femme. Mais la féminité, je pense que c'est la femme maman. Le féminisme, c'est un thème qui est attribué pour lutter pour les droits de la femme et aussi pour lutter pour l'égalité du sexe. Ce qui veut dire l'égalité entre l'homme et la femme. Les comportements, les caractéristiques d'une femme dans la société, les bonnes manières de la femme, ce que c'est qu'une vraie femme dans la société. Bon, je pense que féminisme, c'est un concept qui a été créé pour montrer, pour rendre beaucoup plus autonome et dynamique les femmes de la société. Féminité, c'est, comment je vais dire, la sensualité, la douceur, la femme qu'il y a entre chaque femme, quoi. Selon moi, la féminité, c'est un ensemble de catégories d'êtres et de personnes. Comme la femme, le féminisme, c'est une conscience que chaque personne pense à l'égard de la femme, comme l'égalité. La féminité, je pense que c'est l'ensemble des caractères de la femme. Tout ce qui a rapport avec les soins, le corps, le caractère et la morphologie et les traits de beauté et tout. Le féminisme, en quelques mots, je dirais que c'est l'égalité. La femme pense qu'elle peut égaliser, elle peut rivaliser, elle peut prendre la parole comme l'homme, elle peut diriger comme l'homme. Voilà leur définition, voilà la définition de nos chers citoyens rencontrés ça et là dans les rues de Cotonou. Alors, monsieur le professeur, je vous vois arborer, afficher un petit sourire au coin des lèvres. Est-ce que c'est un 20 sur 20, c'est un 10 sur 20? Quelle note vous leur donnerez à nos téléspectateurs? En tout cas, c'est formidable dans la mesure où non seulement j'apprécie le travail de l'équipe des reportages, donc tous ceux qui ont contribué pour qu'on puisse avoir ces images avec, pour chaque personne, chaque citoyen, sa vision du thème. Mais je l'assure, j'apprécie surtout l'intervention de la dernière, qui a fait un point assez éloquent. Donc, merci. Voilà, pour noter tout le monde, c'est excellent. Excellent, c'est un 20 sur 20. Allez, Dixit le prof, c'est le prof qui l'a dit ce matin. Oui. Féminité, féminisme, qu'est-ce qu'on ajoute alors? Qu'est-ce qu'on dit en plus? Ce qu'il faut dire en plus, c'est le cas de le préciser. Et quand on parle de féminité, effectivement, c'est tout ce qui est lié à la femme qui lui est spécifique, que la nature lui donne, on peut s'exprimer ainsi, et que l'éducation s'acharne, sinon se donne le devoir de peaufiner, de fignoler, de perfectionner. Donc, lorsqu'on parle de féminité, par exemple, c'est tout ce qui est lié à la nature normalement originelle et originale de la femme, c'est-à-dire la douceur qui se décline en tendresse, en délicatesse, en sensibilité, en patience, en constance, en bienveillance. Oui, parce qu'une femme, c'est à peu près le symbole de la tranquillité. Et c'est de cela qu'il est question. Et si bien que lorsqu'on dit dans nos traditions, pourquoi toi tu réagis comme un garçon comme ça, ce n'est pas toujours signe de compliment. C'est pour dire que tu dépasses ta nature. Et le contraire, c'est que quand on dit d'un homme qu'il est trop efféminé ou bien qu'il agit comme une femme, ça veut dire qu'il n'a pas la rudesse, il n'a pas
le punch, il n'a pas comment dirais-je, la force, l'énergie nécessaire pour être responsable et diriger une maison, une structure. Donc, c'est comme un objet de risée. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la tendance, ce n'est pas de faire de la femme un homme ou bien de faire de l'homme une femme. Il faut que chacun reste dans son couloir. D'accord. Oui. Vous voyez ici, dans le cadre de la journée internationale de la femme, je mettais perruque pour venir ici parce que je veux soutenir les femmes. Là, ce serait complètement... Ça va paraître bizarre. Donc, la féminité, c'est tout ce qui est lié à cette douceur attribuée, sinon qui doit être collée à la nature de la femme. Une femme, ce n'est pas de la violence. Une femme, ce n'est pas de l'agressivité. La femme reste la femme. La femme reste la femme. C'est la douceur. Oui, la douceur. C'est la bonté. La résilience, la patience. Ouais. C'est vrai qu'on demande aussi à l'homme d'être patient, mais on exige certaines qualités plus de la femme que de l'homme. Ce qu'on doit faire avec force, avec énergie, on préfère attribuer ça à l'homme. Et c'est pourquoi la féminité... le contraire, c'est la virilité. Voilà. D'un homme, on s'attend à ce qu'il soit viril, fort. Un homme doit tonner. Et même au niveau de la voix, quand on dit que vous avez une voix efféminée, ce n'est pas toujours un compliment. Or, quand on dit vous êtes assez féminine, quand on dit ça d'une femme, ça veut dire qu'elle a la grâce qu'il faut, elle a la délicatesse qu'il faut, elle a la sensualité qu'il faut. Et c'est au fait le couloir de tout ce qui est beau. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ça qui fait que quand Adam s'est réveillé et a constaté que la femme, Dieu lui a trouvé une compagne. Quand il s'est exclamé, Patrick, oui, voici la chair de ma chair. La chair de ma chair, l'os de mes os. Et puis il s'est extasié et l'ambiance a changé. Donc, quoi qu'on dise, la femme reste la fleur la plus doucereuse et la plus parfumée de l'univers. C'est si bien dit en tout cas. Merci de nous auréoler c'est si bien dit en tout cas. Malheureusement, l'histoire, à travers toutes les civilisations, a montré que beaucoup de personnes, en l'occurrence le sexe opposé à la femme, pensent que cette douceur doit être perçue comme signe de faiblesse. Et donc, on a commencé par noter des brimades. Des brimades liées à l'histoire, liées à la littérature, liées aux religions, liées à tout. Vous allez voir que la femme a souvent été victime, et une victime silencieuse. Et les voix ont commencé par se lever pour dire non. Il faut faire en sorte que les femmes aient les droits qu'il leur faut, parce que la femme, c'est d'abord un être humain avant d'appartenir à sa féminité. Et donc, il faut lutter contre leurs droits. Et c'est cette tendance à vouloir promouvoir les droits des femmes, lutter contre les droits, les élaborer et les promouvoir, c'est ça qu'on appelle le féminisme. Et celui qui s'attelle à lutter pour la promotion de ces droits, eh bien, c'est un féministe. Et je sais que, par exemple, beaucoup de partisans de la société civile, par exemple, le Social Watch, ont beaucoup, Social Alert aussi, avant, ont beaucoup lutté pour la promotion. Nouvelle Perspective Afrique, ont beaucoup lutté pour la promotion de ces droits-là, parce que la femme, comme on le dit souvent, est le pilier central du foyer. C'est à elle qui revient beaucoup de choses. Et donc, ce serait, je dirais même un péché pour ceux qui ont un peu de foi, que de voir le droit de la femme de brimer. On ne peut pas avoir les mêmes salaires. Même les pays qui se disent les plus civilisés, on a commencé par autoriser les femmes à aller voter, à avoir accès au même salaire pour les mêmes métiers il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Mais contrairement à ce qu'on pense, les sociétés africaines ne sont pas des sociétés machos. Et donc, on rappelle simplement à la femme, voilà ce que tu dois faire,
voilà tes prérogatives, voilà tes limites. C'est tout ce qu'on a tendance à faire. Oui, donc, justement, et le vendredi dernier, on a reçu une reine camerounaise, une reine des Bamileke. Wow, sur ce plateau. Oui, sur ce plateau. Wow. Et elle disait, elle a écrit un ouvrage qui a parlé du matriarcat, que la société africaine est d'abord matriarcale et que la société, enfin disons, les Bamileke sont matriarcaux d'abord, et que c'est le patriarcat est venu d'ailleurs. Et donc, ça a donné un peu du punch à l'idée que l'Afrique n'était pas patriarcale, ne faisait pas de brimade aux femmes. Oui, voilà. Et il y a eu juste quelques idées qui ont permis de se dire que non, les femmes étaient totalement brimées. Non, elles étaient toujours là, présentes. Les reines mères, qu'elles soient mères qui enfantent, qu'elles soient reines femmes ou reines filles de rois, qui doit hériter. Certaines sociétés passaient de père en fille tranquillement en Afrique. Et on ne s'attardait pas trop oui, sur d'ailleurs, c'est une belle illustration. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que l'acte de maternité, c'est un acte de certitude. Et l'acte de paternité, c'est un acte de foi. C'est-à-dire on est plus sûr d'être de sa mère que d'être de son père. Exactement. Donc, c'est bien cela. Donc, luttons pour la promotion des droits de la femme. C'est pour cela que cette génération... Et ne perdons surtout pas notre féminité aussi. Hein. Voilà, c'est très important. Une femme qui sous prétexte de droit, perd sa féminité, eh bien, elle va vivre seule et mourir seule. Voilà. Comme dirait quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est une femme à la féminité exacerbée qu'on perd de vue ses droits et sa dignité. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas parce on peut défendre ses droits et être belle. Voilà. On peut défendre ses droits et être une femme douce. On peut défendre ses droits et être une femme charismatique. Voilà. Allez, une femme reste une femme. Bien que chacun ait le droit de choisir sa vie, de faire ce qu'il veut. Oui. Une femme reste une femme, oui. Mais elle est en même temps une flamme. Exactement. Pour donner du feu au foyer, pour donner de l'éclat au foyer. Donc ce n'est pas une flamme qui brûle, qui incendie le foyer, mais qui donne de l'éclat. Donc la femme, c'est aussi la flamme. D'accord. Merci Patrick Diossou. Allez, maintenant, on va parler de quelques techniques de prise de parole en public. Et aujourd'hui, on va parler de comment faire pour s'adapter à l'auditoire et surtout éviter d'être prisonnier de ses notes. C'est très important. Oui, tout à fait. Voilà, quelqu'un qui parle tout le temps et qui fait comme ça, qui parle tout le temps et qui baisse la tête, qui parle tout le temps et qui cherche ses notes, ça et là, ça fait pas plaisir à regarder et à entendre surtout. Oui, tout à fait. Oui, pour souvenance, nous avons rappelé la dernière fois qu'il était très important de se préparer. Et quand on se prépare, on s'entraîne, eh bien, ça permet de paraître naturel. Et lorsque vous parlez à des gens, vous ne donnez pas l'impression que vous allez chercher vos sources immédiatement ailleurs sur le champ et que vous les regardez droit dans les yeux, vous leur parlez, ça fait plaisir et ça capte. Donc aujourd'hui, il est question de rappeler l'importante nécessité de s'adresser aux gens en tenant compte de leur rang social, de leur statut. De toute façon, même en français, on parle de niveau de langue, de réussite de langue. Ça veut dire que on vous a demandé de préparer une communication. Vous venez dans la salle, vous constatez que ce qui a été préparé en principe pour des adultes, vous avez affaire aux adolescents ou aux enfants. Eh bien, il faut oublier. Il faut vite s'adapter. Il faut vite s'adapter. Ou bien vous n'avez devant vous que des femmes en majorité, ou bien des femmes portant de voile. Alors, il faut revoir son discours. Il faut adapter toujours son discours parce que il faut se poser des questions de quoi il veut parler. Oui, quel est le sujet, de quoi il veut parler, à qui je veux m'adresser, dans quel cadre je dois le faire et pendant combien de temps je dois le faire, quelles sont les attitudes que je dois adopter pour le faire. Donc en prenant compte de ces prérequis, eh bien on réussit sa communication. J'ai souvenance, on m'avait demandé d'intervenir dans le cadre d'un sujet pour les responsables de groupes religieux dans le diocèse de Cotonou à Saint-Michel. Et pour moi, on m'a dit de m'adresser aux jeunes.
j'entre dans la salle, je me rends compte qu'il y avait beaucoup qui étaient plus âgés que moi. D'accord. Mais je n'ai plus ouvert mon sac. Là, on panique quand même un peu. Hein. Oui, On se dit, on stresse un peu, on se dit, oui, bien sûr, bien qu'est-ce sûr. que je fais? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Je n'ai plus ouvert mon sac pour faire même sortir les documents. Donc, j'ai changé de stratégie et ça a été très beau. D'accord. Alors, donc, il faut toujours adapter la communication au ça public. demande aussi un peu de culture. Oui. Il faut avoir de la culture, il faut avoir de la répartie. Tout à fait. Surtout, c'est très important, sinon vous passez à côté. Quoi. Voilà. Vous parlez à un public qui vous regarde comme ça, interloqué, qui ne se sent pas concerné par ce que vous dites. Oui, et au lieu de, parfois on a tendance à vouloir juger le public en disant mais pourquoi ils sont moches comme ça? Non, on lance pointe d'humour, on essaie de taquiner quelqu'un pour voir comment ils vont réagir et là on trouve leur point faible, leur talon d'Achille. Et si ce sont des humours ou bien ils préfèrent plutôt qu'on aborde le sujet de telle ou telle façon et ça y est, c'est parti. Donc la seconde chose, c'est d'éviter d'être prisonnier de ces notes comme on le dit. Et je dis souvent aux gens et je donne comme référence vous les journalistes, quand vous présentez le journal, eh bien, vous avez la tête, le regard fixé sur... Et c'est à peine si vous regardez, si vous ne, c'est juste pour les relances. Et alors, c'est beau. Quand on veut apprendre à s'exprimer devant un public, c'est pas facile, mais ça se prépare. C'est parce qu'il y a le prompteur aussi, mon cher. C'est pas comme si... Bah oui. Non, pas toujours. Bah oui, non, mais quand il n'y a pas le prompteur, vous avez la paperasse qui est là et vous jetez un coup d'œil. Le journal, ça ne se bûche pas, on ne le garde pas en mémoire, non, pas du tout. Mais vous maîtrisez l'événement. Il faut maîtriser l'événement. Non, je comprends parfaitement. C'est pour quand vous êtes devant une assemblée, par exemple, vous n'avez pas forcément, ou vous n'avez pas toujours le prompteur. Voilà. Non. Il n'y a pas de prompteur. Oui, il n'y a pas toujours de prompteur. Parfois, il faut y aller, sans papier, sans ces documents, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, vous voyez un responsable d'institution, un président de la République, secrétaire général d'une grande organisation internationale qui doit donner une communication ou bien qui va intervenir. Donc, il devient la référence de l'heure. Tout le monde le regarde. Il y a toujours une différence entre voir un responsable de référence en train de lire avec paperasse en main et l'autre qui vient et qui donne l'impression qu'il est naturel et que tout jaillit de lui. Et avant d'en arriver là, on est plus admiratif de ce voilà, on est plus admiratif. Et on a plus confiance. On sait que les idées viennent de lui. Vous voulez donner des conseils, par exemple, aux jeunes, dans le cadre d'une intervention, et c'est sur papier que vous lisez les conseils. Ça veut dire que ça ne vient pas de vous. Donc, il ne faut pas être prisonnier de telles notes. Et pendant les exposés en classe, les collègues insistent beaucoup pour rappeler aux apprenants que ce n'est pas une séance de lecture, mais c'est plutôt une séance d'oralité. D'accord. Et c'est là que ça s'apprend d'ailleurs, parce que on a découvert qu'on pouvait faire des choses déjà à l'école. Hein. Moi, les exposés, c'était des occasions, franchement, se faire voir. Ça révèle pas mal de talent, en tout cas, les exposés. Voilà. Et je peux vous le dire, hein, ça demande du travail, chers téléspectateurs, ça demande du travail. Vous rendez parfois sans donner l'impression d'avoir travaillé, d'avoir bossé, alors que derrière, c'est un travail énorme. C'est un travail énorme, c'est un exercice de mémoire énorme. Et parfois, vous êtes seul face à votre miroir. Moi, j'aime bien le jeu de miroir, parce que le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il vous renvoie une image juste de vous-même. Vous vous positionnez comme cela devant le miroir, vous parlez, la gestuelle qui va avec, vous regardez. Ça vous permet de rectifier ce qui a rectifié. Et donc, du coup, essayez chez vous et vous verrez. Si vous avez un discours à prononcer, si vous avez un exposé, par exemple, à présenter à l'école ou je ne sais pas où, faites l'exercice du miroir, faites l'exercice de vous positionner devant un miroir, de rendre votre test devant ce miroir et vous verrez ce que ça donnera, franchement. Vous serez votre propre juge. Tout à fait. Et vous verrez vos propres défauts, vous verrez en même temps vos qualités et ça vous permettra d'aller... de l'avant.
d'aller de l'avant. Eh oui. Merci Jean. Oui, c'est la tellement spécialiste bien qui dit parle. qu'on ne oui. sait plus quoi dire. Non, c'est bon. Allez, on y va. Le temps, ça passe, Patrick Diossou. On y va pour l'expression du jour. Je voudrais quand même oui. rendre hommage à quelqu'un. Vous avez parlé de quelque chose tout là, de prompteur. Il y a un journaliste qui n'utilisait pas de prompteur et qui disait le regretté Sylvestre Zomaron, directement son test, il le disait face à la caméra, il n'utilise pas de prompteur. Bien sûr. Donc il ne décrit pas, il écrit, mais il bûche déjà ce qu'il a dit. Ils sont nombreux. Et non, ils sont pas nombreux à le faire parce que c'est pas un exercice vraiment. C'est pas évident. Voilà, vous avez 10, 15 lancements, c'est pas évident. Il faut du métier surtout. Et vous allez vous rendre compte que c'est les personnes d'un certain âge qui réussissent à le faire à force de s'exercer, à force de faire la chose au quotidien. Ça devient comme une habitude en fait. Oui, tout à fait. Et même quand on réussit à le faire, il y a toujours les papiers à côté parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Allez. Jean Fondé, l'expression du jour. Oui, l'expression du jour, qui est un proverbe espagnol, parfois considéré comme une citation. Elle dit ceci, c'est un peu pour enquiquiner, je cite, « La femme et le vin tirent l'homme du jugement. » La femme et le vin tirent l'homme du jugement. Ah ça, franchement, j'avoue que quand on a promené notre micro, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Et donc, du coup, on n'a pas pu sortir un élément, sinon, voilà, c'est parti dans tous les sens. Il y en a qui tout de suite vous disent, ah non, ça, je sais pas. Mais il y a un monsieur qui m'a dit, attendez, je lis, la femme et le vin, il me dit, mais vous mettez la femme là, vous mettez l'homme à côté, vous mettez le vin au milieu. Vous-même imaginez le spectacle. J'ai pas voulu vous faire l'affront de passer ça en direct. Allez, on va y aller tout de suite. Alors, le vin est alcoolisé et donc quand on en prend, on peut être éméché, donc on s'écarte de la raison et donc du jugement. La femme aussi, quand elle est dans ses atouts, comme on l'a dit tout tantôt, elle sait faire preuve de douceur, de délicatesse. Eh bien, on a l'impression que la nature lui donne un pouvoir supplémentaire. Et comme on ne parvient même plus à l'empêcher d'aller chercher le fruit défendu, et bien donc vous perdez le jugement, c'est-à-dire la raison. Et donc ça veut dire quoi? La femme saoule autant que la boisson alcoolisée qui est représentée par le vin ici. Et c'est pourquoi, j'ai l'impression que c'est peut-être pourquoi dans la langue fond, dans le continent, on l'appelle nyon-nou. Il faut savoir boire. Oui, d'accord. Oui, nyon-nou. Nyon-nou. Ama-nyon-noua. Enamoué. Si tu ne sais pas prendre la boisson que constitue la femme avec beaucoup de modération et de finesse, eh bien, tu vas être saoulé, perdre la raison. Or, un homme qui perd la raison n'est plus un homme, il n'est plus dans ses prérogatives. Ah, d'accord. Et donc, la femme et le vin tirent l'homme du jugement. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, ne vous laissez pas embobiner. Parce qu'il y a des allumeuses qui vont vous donner l'impression que vous êtes le centre de leur terre, de leur univers, alors qu'en réalité, on se sert de vous momentanément pour régler une situation. Et vous, les femmes, ne vous laissez pas aussi embobiner. Parce qu'il y a des vendeurs d'illusions. Il y a des hommes qui peuvent vous embobiner, qui vous feront croire monts et merveilles, alors qu'il n'en est rien. Voilà, c'est vice-versa. Merci d'organiser le débat dans l'air du français. C'est vice-versa. Donc, il faut simplement penser à Samson avec Dalila et vous allez tout comprendre. Très bien, d'accord. Allez, on termine rapidement avec la pensée du jour. Elle est un peu longue. Hein. Je vous laisse, Patrick Diossou, nous donner lecture de la pensée du jour. Non, je préfère que M. Fandé lui-même le fasse. C'est une pensée d'une procureure de la Cour pénale internationale de la CPI. Oui. Donc, elle s'est prononcée, elle s'appelle Fatou Bensouda. Elle s'est prononcée en 2020 et elle disait ceci, je cite, « Nous les femmes devons occuper la place qui est la nôtre. Rien ne nous sera servi sur un plateau d'argent et nous devons travailler dur. » Ça veut dire que nous sommes en train de parler de féminisme, nous sommes en train de parler de droits de la femme. Ce n'est pas en croisant les bras et en restant tranquille qu'on va venir prendre vos droits. Elle invite les femmes
non seulement à se cultiver, à travailler, à combattre, non, pas combattre, à se battre et à combattre si possible, si nécessaire, pour pouvoir obtenir leurs droits. Donc ce n'est pas en restant les bras croisés que l'on va obtenir ces droits. Et comme ça veut dire quoi? Elle n'a pas obtenu ce poste par hasard. Ça veut dire qu'on lui a trouvé de la compétence. Donc, il ne faut pas que les femmes s'attendent à de la discrimination positive, comme on le dit dans notre griffe, pour dire, bon, même si on fait un peu, on va nous pousser, on va nous propulser. Non, il faut qu'elles travaillent. Si les femmes travaillent dur, comme cela se doit, eh bien, elles peuvent obtenir leurs droits. Ce n'est pas une lutte, on ne les invite pas à affronter les hommes dans une lutte sexiste. C'est pas un combat de gladiateurs. Non, c'est pas une lutte d'opposition, mais avec leur douceur, vous savez, avec la douceur, on obtient plus de choses que par la violence. On dit d'ailleurs que une femme avec sa douceur est plus efficace qu'une armée bien entraînée et bien nourrie. Les films d'espionnage, les films de policiers nous donnent beaucoup d'exemples pour montrer que les endroits les plus inaccessibles, quand on envoie une femme ce sont les femmes qui y vont, elles réussissent brillamment à faire courber même les hommes les plus puissants de ce monde. Comme dirait quelqu'un, chaque homme a son terminus. Voilà, donc saisissons l'opportunité pour souhaiter le bonjour avec tout le respect dû à son rang et à ses prérogatives, la première dame de ce pays, la vice-présidente. D'accord. Voilà. Merci, et on va aussi dire un gros bonjour à une grande dame aussi de cette République, Bintou Chabi, Taro Adam, ancienne ministre des Affaires sociales qui nous suit actuellement. Allez, bonjour Mamé. Oui, Patrick. Oui, bonjour à toutes les femmes, toutes celles qui sont des femmes et qui se mettent dans la peau de femmes. Et dans la peau de femmes, elles sont sublimes, elles sont splendides, elles sont superbes, elles sont super. Merci à vous. C'est le mois de mars et quand on parle du mois de mars, je l'ai dit il y a quelques minutes, on pense à la femme et tout au long de ce mois, voilà, on va magnifier les femmes sur ce plateau parce que oui, la femme, elle est importante, elle compte, sa voix compte. Et on est heureux de savoir que ça avance, on est heureux de savoir que ça bouge, on est heureux de savoir que aujourd'hui, il n'y a plus de citadelle imprenable pour les femmes. Non, elles font leur petit bonhomme de chemin, ça paraît parfois lent, on a envie d'aller vite, mais je pense qu'aujourd'hui, on a de quoi, n'est-ce pas, être fiers parce que des avancées, il y en a. Et justement, nous avons demandé à quelques femmes rencontrées ici à Cotonou ce qu'elles pensent de la place des femmes dans notre société, ce qu'elles pensent aussi de l'autonomisation de la femme. On en a eu quelques-unes qui ont bien voulu se prêter à nos questions. Et pour ça, nous n'avons pas forcément voulu aller vers des intellectuels, celles qui en savent déjà beaucoup plus sur leurs droits, sur un certain nombre de choses. Nous sommes allés vers des citoyennes lambda. Allez, on les écoute. Nos parents ont l'habitude de dire la femme est le sel de la maison, ce qui veut dire dans une société, on a forcément besoin de la femme dans nos sociétés pour l'évolution de la société et pour la bonne éducation de cette société-là. Et puis on voit maintenant des femmes occuper des grandes postes. On peut dire que ça vient avec l'aide du gouvernement, ça vient et on prie que ça donne plus quoi. La femme dans la société, ça compte. Elle doit être autonome, indépendante dans le cadre du mariage pour beaucoup plus aider son mari, pour alléger les charges à son mari. Que sans la femme, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on dit la femme de la place à la cuisine, mais c'est pas ça. S'il n'y a pas de femmes, qui sont ceux qui vont tresser, qui sont ceux qui vont préparer des cuisinières, des hôtelières et tout. La femme peut tout faire comme l'homme, mais juste qu'on ne peut pas se comparer à l'homme. On veut juste que les hommes reconnaissent que la femme est très importante. J'appelle toutes les femmes, toutes les jeunes femmes, mariées ou pas mariées. La femme a besoin d'un boulot. C'est très important parce qu'on ne peut pas forcément attendre l'homme à chaque fois pour faire tout ce qu'on veut faire. L'homme va faire le minimum, mais toi aussi tu dois participer avec le peu que tu vas trouver avec le boulot que tu fais. Je dirais à toutes les femmes béninoises comme moi qu'il
étant instruite ou pas, de chercher quelque chose à faire, même si c'est vendre de l'eau glacée Bioata dans le feu comme les gens le font, ou bien faire un petit étalage de tomates, piments pour se balader dans ce Cotonou, ou bien partout où elle se trouve au Bénin, ce sera un atout. Parce que je suis sûre qu'avec ça, si son mari ou son conjoint ne lui donne pas le minimum pour la nourriture, elle peut au moins nourrir les enfants en attendant que le monsieur pense à eux. Aujourd'hui, les filles pensent que le gain facile est possible et que c'est de ça qu'il s'agit. Mais en réalité, non. Qu'on attend toujours des autres avant de s'autonomiser, on n'est jamais autonome. Le mieux, c'est de chercher toujours à faire. On peut être élève et vendre les bonbons, les biscuits, comme moi par exemple, je le faisais quand j'étais au secondaire. J'aimais vendre les petits trucs, les chewing-gums, les bonbons, les petites toffees de 25 francs. Et je m'en sortais avec mes parents. Voilà, on a tous pratiquement fait ça. Hein. Je me souviens que la vieille, ma mère, Adam Amsetou, à qui j'ai dit un grand bonjour ce matin, m'aidait à faire du toffee. Du toffee au lait que je vendais à l'école, je ne sais pas. Est-ce que vous, les hommes, vendre? Vous vendez des choses aussi à l'école, non? Non, moi pas du tout. Je n'ai rien vendu à l'école. Et toi, Jean Fandé? Je vendais des dessins. Non. Je dessine et je vends. Ah oui? Oui, depuis le primaire, c'est ça qui a toujours été le raccordement de mon petit déjeuner. Ah, vous dessinez Je dessine, je dis qu'est-ce que tu veux que je te dessine et puis on me le dit, je dessine et puis je vends. Et puis plus tard au collège, j'ai commencé par faire les acrostiches. Et puis je fais les acrostiches, je vends. Et puis en plus la couture. Lui, ça fait longtemps qu'il est, qu'il est autonome. Qu'il est autonome. Et surtout qu'il est malin, parce que là, oui. Oui, j'ai gagné T'as su te débrouiller très tôt. Mon autonomie financière, je l'ai gagnée de moitié dès la classe de 5e. D'accord. Et donc, vous comprenez parfaitement l'appel de cette dame qui demande j'invite souvent les filles à le faire. Oui, parce que les activités génératrices de revenus, il faut les enseigner aux filles, savoir tresser pour prendre 100 francs, 150, au lieu qu'elle aille chez la coiffeuse pour dépenser 400, 500, et leur montrer que on prend une boîte de lait à 1200, on fait toffee, on peut revendre ça à 2000. Et c'est vrai, ça demande un peu d'énergie quand même. Mais une chose est sûre, on s'en sort toujours avec au moins 500 francs. Mais ce qui est extraordinaire pendant les cours, sont ces vendeuses-là qui distraient le cours pendant qu'elles aussi maintiennent en éveil certains qui sont menacés de sommeil. Vous allez voir les mains passer sous les tables, on envoie toffee, bonbons par là, et puis les bouches qui se referment hermétiquement sur ce qu'on a acquis. Bon, on fait semblant de ne pas voir pourvu que ça maintienne l'attention en éveil. Oui, donc voilà. Il faut encourager les enfants à effectivement se créer de petites activités pour s'en sortir parce que, je m'excuse de le dire, un parent peut vous quitter à tout moment. Exactement. Et si vous n'avez pas appris à faire quelque chose, c'est que vous êtes foutu. C'est grave, voilà. Et c'est surtout, moi c'est ce que je fais de plus en plus, et ça a commencé depuis l'année dernière. Je pense que c'est important sur ce plateau de lancer ce message ce matin à nos parents. Les vacances, c'est vrai, c'est fait pour se reposer. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. Les vacances, on a envie. C'est vrai que les enfants s'évadent, qu'ils aillent un peu en famille, qu'ils aillent, je ne sais pas, en colonie de vacances ou autre. Mais il faut aussi trouver le moyen pendant les vacances de faire en sorte que vos enfants apprennent quelque chose. C'est très important. C'est très important. Bah oui, si c'est une jeune fille, elle peut apprendre la couture, elle peut apprendre la coiffure. Si c'est un jeune garçon, il peut apprendre la menuiserie, il peut apprendre la coiffure aussi, pourquoi pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a même des vacances, des cours d'été en robotique, en intelligence artificielle. Il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est important que les parents en prennent conscience, et c'est de là que part même l'autonomisation de nos enfants, parce que l'enfant qui a appris à coiffer, demain qu'est-ce qu'il fait?
Pendant qu'il est même à l'école, qu'est-ce qu'il fait? Il coiffe ses camarades. Oui. Il prend 100 francs, 200, 300, 400. Ça fait un plus pour son argent de poche. La fille, quand elle s'est tressée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tresse ses camarades. Elle tresse les étudiants, elle tresse même les femmes du quartier et autres, et ça lui fait de l'argent en bonus. Oui, je connais beaucoup de Béninoises qui ont commencé à tresser à la maison, à l'école comme ça, et qui utilisent ça comme métier maintenant aux États-Unis, au Canada. Parce que là-bas, elles se retrouvent avec des Africaines qui ne rencontrent pas des coiffeuses qui savent tresser les cheveux africains. Donc, c'est parce qu'elles ont appris à l'école, elles ont appris avec leurs camarades, elles ont appris pendant les vacances, pendant les congés, qu'elles exercent maintenant comme si c'était leur métier déjà dès le bas âge. Oui. Et pour la petite histoire, je vous dis honnêtement, et je fais l'aveu ce matin, que ce n'est que ces dernières années que j'ai eu mon diplôme professionnel. Wow. Voilà. Pour moi, par exemple, ça a commencé depuis la 3e. Depuis la 3e, j'aimais bien les émissions radiophoniques et je ne manquais pas, avec l'autorisation de mes parents, bien entendu, d'aller à Radio Paracou pour me faire interviewer à l'occasion d'émissions de divertissement. Je ne manquais pas, pendant les vacances, de faire mes stages, par exemple, au matinal à Paracou. C'est comme ça que ça a commencé. Et une fois étudiante, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris à Radio Univers parce que c'était ma passion. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler sans avoir, on va dire, le diplôme, le diplôme professionnel. Il est vrai que j'ai fait l'ENAM, j'ai fait les relations internationales, mais aujourd'hui, je suis pas diplomate. D'accord? Donc, j'ai commencé... C'est pour dire en réalité que c'est important vraiment. C'est très important que les enfants... d'encourager les enfants à apprendre à faire quelque chose. Si vous êtes par exemple à l'université, il y a les casseurs de l'université. Si c'est la chanson que vous aimez, vous y allez. Si c'est l'art que vous aimez, vous y allez. Il y a plein de choses. Voilà, je finirai pas d'en dire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous me retrempez dans beaucoup d'aspects. Je suis allé en formation pour 3 mois à la Titengo. À un moment donné, je manquais de sous, mais je me suis improvisé coiffeur de mes collègues. Je suis devenu coiffeur. Et donc, je prenais 150 au lieu de les laisser aller en ville pour payer 300. Donc, moi, je prenais 150. Et je suis devenu le petit richissime de toute façon. Et un homme, je rappelle que c'est une garantie pour la santé pour un homme de savoir faire de petites choses à la maison. Vous savez qu'un menuisier peut vous énerver, un maçon peut vous énerver, un plombier peut vous énerver. Il faut apprendre à faire de petites choses. Et c'est grave pour la psychologie. Lorsque vous êtes un garçon, vous savez cuisiner, mais on ne peut pas vous faire chanter dans le ménage. C'est fort. Et c'est très salvateur pour la psychologie de l'homme. Donc, un garçon que vous préparez à savoir faire un peu de tout, une fille que vous préparez aussi à savoir faire un peu de tout, eh bien, ça préserve la psychologie et c'est un adjuvant pour la santé. Je vous assure. Donc, qu'on fasse des vacances, des périodes d'école alternatives, c'est-à-dire, on va faire un petit métier le matin et le soir, on peut s'adonner à autre chose. Ou vice-versa. Moi, je le dis souvent. Merci. C'est déjà l'heure du débat. Oui, Patrick Diossou. Pendant mes vacances, il n'y a jamais eu de repos. Nous, on a appris à sacler, on a appris à labourer, on a appris à faire tout ce qui est travaux champêtres. Et on a appris, j'ai été aide-maçon, tout ce qui a été construit comme maison, je ne vais pas appeler le nom du quartier, c'est Zézoumé quand même. On a fait aide-maçon. C'est pas parce qu'on est en cravate maintenant qu'on n'a pas appris à faire ces petites choses. Aide-maçon, aide-menuisier, on a fait de petites choses pendant les vacances. Maintenant, on a l'impression que chacun veut préserver son enfant, on le garde dans un système occidentalisé et les enfants grandissent très faibles par rapport à beaucoup de choses. Exactement.
Merci Patrick Yossou, merci Jean Fondé. Prenez-en de la graine, chers parents. C'est important. Allez, on se retrouve le jeudi prochain. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci. Une belle journée Jupitérienne. Allez, voilà. On va à la pause rapidement. Le temps pour nous d'installer nos différents débatteurs. Et vous le savez, aujourd'hui, on parle des jeux vidéo, de leur influence, n'est-ce pas, sur l'éducation. On parle précisément d'enjeux, le gaming. Et ils sont là, mes débatteurs, avec eux. On va échanger dans un instant. Et vous le savez, vous avez la possibilité de partager vos avis sur la question avec nous en envoyant vos messages sur nos plateformes Facebook ou Twitter, également WhatsApp, et en répondant à la question suivante: quelles influences les jeux vidéo peuvent-ils avoir sur l'éducation? Sur le forum de discussion, vos avis, ils comptent. Et vous êtes bien entendu sur la matinale. On va rapidement à la pause et on se retrouve juste après. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin, un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme? Renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer. Qui peut s'inscrire? Les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbénin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. Merci de nous retrouver sur le forum de discussion de ce jour. On l'a annoncé depuis ce matin. On parle des jeux vidéo ce matin et précisément du gaming, un jeu qui n'est pas si nouveau que ça.
mais que nous découvrons de plus en plus ici au Bénin. De quoi s'agit-il, chers amis téléspectateurs? Ce jeu a-t-il des vertus? Ce jeu est-il important pour l'éducation? On en parle avec mes invités ce matin. Servant à Rouillon, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va très bien. Alors, vous êtes associé, partenaire au sein de Nakamacor, une entreprise qui organise des jeux, des événements de jeux vidéo, n'est-ce pas? Effectivement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Abdelkader Martin, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes, vous, coordonnateur Empire Gaming et responsable expérience joueur. C'est bien cela, hein? Exactement. À Gamer Esport. Non. Non? Pas à Gamer Esport, à Empire Gaming. Et je suis aussi un gamer e-sport. D'accord, très bien. Chris Kofi Tomede, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes responsable branding et événements gaming, graphiste et event planner. C'est bien ça. Merci à vous. Alors, autour de cette table, il n'y a que des joueurs. Effectivement. Il n'y a que des joueurs. Et donc, la première question, elle s'adresse à vous. C'est quoi le gaming? Alors, on va résumer sur le vocable gaming, la pratique générale des jeux vidéo. C'est-à-dire quel que soit le support, sur PC, sur téléphone ou sur console de jeux vidéo dédiée, vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes un gamer. Évidemment, les niveaux vont différer en fonction de la pratique. On a les casual gamers, ceux qui jouent de temps en temps, ou les gamers un peu plus appliqués, voire les gamers professionnels, ceux qui vivent de l'activité. Mais je pense que ce qu'on va aborder aujourd'hui va essentiellement concerner les non-pratiquants professionnels. D'accord. Donc, tous ceux qui jouent à un jeu sont gamers? Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça, d'accord. Alors, comment ce jeu est-il arrivé au Bénin? Alors, faut déjà savoir que comme dans tous les pays de la sous-région, c'est quasiment la même histoire. L'arrivée du gaming au Bénin est déjà là depuis les années 1980. Donc, certes, c'était pratiqué par une minorité de population, mais on a eu l'essor de la téléphonie mobile qui a permis à tout le monde d'avoir accès aux jeux vidéo. Je pense que ici, tout le monde a connu sur les anciens Nokia le jeu qu'on appelait Snake, qui était un jeu de serpent. Ça, on a joué. Sacré jeu, hein. On aimait bien ça. Exactement. Et on le trouvait même sur les petits téléphones Nokia. Les Nokia, exactement. Et ça, si vous aviez joué, vous aviez déjà fait du gaming. Si on peut le dire tout simple comme ça, en termes simples pour la grande population. Et c'est comme mon ami Servant le disait tout à l'heure, vous aviez des différents types de jeux. Donc, quand on parle de gaming, des jeux console et des jeux sur ordinateur. Aujourd'hui, je pense autour de la table, même vous et même ceux qui nous suivent et tout à la maison vont se reconnaître si je parle de jeux comme Zuma qui se joue sur ordinateur. On sait qu'entre une pause et deux ou bien avant de rentrer à la maison, on a même une petite partie. Ou quand vous êtes à une conférence et puis le bonhomme devant vous ennuie avec son discours, vous sortez le téléphone et puis voilà. Exactement. Donc ça, c'est déjà faire du gaming si on veut parler. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes pourront se reconnaître sur le fait de faire du gaming et c'est pas forcément réservé à un type de popularité. On comprend mieux maintenant. Alors, vous avez découvert comment? Vous avez commencé comment? Alors, ma rencontre avec le gaming a commencé avec ma rencontre avec l'informatique. D'accord. Il faut savoir que mon père est informaticien, donc j'ai très rapidement eu accès à un ordinateur. Donc, moi, j'ai déjà pratiqué Pac-Man, Tetris, c'était les premiers jeux. Et après, il y a eu les salles de jeux, la console PlayStation 1 et autres. Et bon, ça a évolué comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert le gaming. D'accord. Et depuis, vous n'avez pas arrêté? Non, je n'ai pas arrêté, mais je joue de moins en moins. Très bien. Et vous, monsieur Servant, vous avez découvert le monde des jeux vidéo comment? Alors, à peu près comme tous mes camarades. Au début, tu es tout petit et tu vois des jeux sur le téléphone de ton père. D'accord. Tu commences à y jouer. Après, tu découvres les autres formats. Tu te rends compte qu'il y a des jeux beaucoup plus élaborés sur ordinateur et puis sur console dédiée, PlayStation, Xbox, ce genre de console. Et là, tu te prends au jeu parce que ça devient une expérience beaucoup plus immersive. Quand on joue sur téléphone,
on peut sembler un peu détaché parfois, mais quand tu joues sur une console dédiée où tu incarnes quelqu'un qui vit une histoire particulière, tu es totalement immergé dans l'histoire et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et voilà, on n'arrête pratiquement jamais. On peut moins jouer comme le dit mon ami, mais on n'arrête pratiquement jamais. Parce qu'en grandissant, il y a les occupations, le travail, professionnel et autres. Voilà, mais on n'arrête jamais vraiment. C'est le cas aussi, oui, n'est-ce pas? C'est le cas, c'est souvent le cas et on commence toujours par le petit portable à côté et après, voilà, les salles de jeu, des consoles et nous on a pris le côté les portables de maman qui souffrent, hein. Exactement. Parce que généralement, on ne s'approche pas du portable de papa. Exactement. Papa. Très souvent le portable de maman qui souffre. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu ça et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Très bien. Alors, servant à Rouillon, le gaming a-t-il un impact positif sur la société, précisément sur les jeunes? Oui, je pense que le gaming a un impact positif, c'est-à-dire au-delà de toutes les exceptions qu'on veut nous montrer en mettant, en liant les jeunes aux jeux ultra-violents, à la violence, aux armes et tout ça. Je pense qu'on parle vraiment d'une minorité et d'une certaine décadence. Je crois même qu'en 2018, l'OMS avait fait ce que moi j'appelle une grosse erreur, de catégoriser la pratique des jeux vidéo à un certain nombre d'heures parmi les addictions. C'était une grosse erreur parce que aujourd'hui, voilà, le monde évolue, le monde est numérique et les gens se rendent compte de l'importance des jeux vidéo. Récemment, le comité olympique a annoncé qu'il y aurait des jeux olympiques dédiés. C'est considéré aujourd'hui comme une discipline sportive. Comme une discipline sportive, comme les échecs justement. On entend beaucoup de gens dire que la pratique des jeux vidéo oblige à être sédentaire et tout ça, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas au niveau de cette pratique. Je vais donner un exemple. Et c'est vrai ou pas? Parce que souvent, on a le sentiment que ceux qui jouent beaucoup s'isolent pratiquement du monde. Ils s'enferment, ils sont comme dans une sorte de bulle. Ce n'est pas vrai. Je pense que pour toute personne qui vise l'excellence, il faut au moins s'isoler, travailler sur ce qu'on aime faire. Moi, par exemple, si je suis devenu graphic designer, c'est par le jeu vidéo. Donc, en jouant aux jeux vidéo, j'ai découvert tout ce qui était stratégie, tout ce qui était capacité à s'organiser. Et moi, aujourd'hui, ça m'a permis de faire le métier que je fais, event planner et graphic designer. D'accord. On va y revenir. On poursuit avec les avantages. Oui, justement, je ne suis pas totalement d'accord pour l'isolation parce que l'isolation visuelle qu'on pense voir chez les gamers, ce n'est pas vraiment une isolation parce qu'on est connecté en réseau avec ses amis tout le temps. Je vais donner un exemple tout simple. Je n'ai pas vu Kader avant cette émission depuis plusieurs semaines, mais lui et moi, on a communiqué dans les parties d'un jeu vidéo parce qu'on joue souvent ensemble, par exemple. Donc, on joue en réseau. C'est virtuel, ça? C'est virtuel. Oui, mais le téléphone aussi est virtuel. Quand vous parlez à quelqu'un par téléphone, c'est virtuel ou c'est réel? C'est une vraie conversation. Donc, on communique par les jeux vidéo et il y a beaucoup d'autres avantages. C'est-à-dire, beaucoup de gens oublient par exemple les avantages du jeu vidéo sur l'éducation en général. Il a parlé de son expérience qui est partie du jeu vidéo vers son métier. Mais il faut qu'on se pose aussi la question comment les enfants à la maternelle apprennent. Ils apprennent par le jeu, ils apprennent en jouant. Et les jeux vidéo, pour moi, sont la forme la plus élaborée de jeu. Parce que tu permets à quelqu'un de travailler son autonomie, de se retrouver seul. Pas totalement seul, mais face à une situation nouvelle. N'allez pas comparer les jeux à la maternelle avec les jeux vidéo, non? Je pense sincèrement qu'il y a des activités en maternelle qui pourraient être plus productives si elles étaient données en impliquant les jeux vidéo. Et je le dis alors que ma mère est directrice d'école maternelle et j'ai vraiment eu le temps d'observer le fonctionnement des écoles maternelles. Il y a beaucoup de choses qu'un enfant apprend beaucoup plus facilement dans un jeu, avec un jeu vidéo qu'en maternelle. Bien sûr. D'accord. Abdelkader, d'autres avantages Oui, il y a d'autres avantages. Moi, je veux parler du côté financier, par exemple, parce que juste qu'en 2023, en France, il faut reconnaître que le secteur du jeu vidéo, tout simplement, a rapporté plus de 6,3 milliards d'euros. En France, d'accord, qui est un secteur, quand on parle de jeux vidéo, c'est tout un écosystème. Aujourd'hui, on a souvent l'idée arrêtée de penser que les parents voient le jeu vidéo en négatif parce qu'ils se disent c'est juste deux jeunes qui sont assis ou un seul jeune qui est assis devant la télé du matin au soir à jouer. Mais les jeux vidéo, c'est pas que ça, c'est un écosystème. C'est aujourd'hui un créateur de jeux vidéo, le concepteur, nous avons le programmeur, nous avons le designer graphique, nous avons
avons aujourd'hui le caster, nous avons le joueur compétitif qui participe à des compétitions dont j'ai eu la chance de participer à des compétitions et grâce à une association à laquelle je fais partie. Et vous aviez aujourd'hui tout un écosystème qui est mis en place dans certains pays, même en Afrique, des pays développés, où ça rapporte aujourd'hui. Donc c'est aussi dans cette bataille. Ça apporte beaucoup de revenus. Exactement, ça apporte beaucoup de revenus. Donc c'est vraiment des intérêts, que ce soit du côté ludique, que ce soit du côté cognitif, où en jouant, on stimule la mémoire, on a plusieurs avantages et tout, on acquiert des compétences comme l'organisation, il l'a souligné très bien, mais je dirais même des La créativité aussi, non? La créativité, oui, l'esprit d'équipe, qui sont aujourd'hui des compétences dont vous aviez besoin forcément aussi dans la vie professionnelle quand vous travaillez. Et ça, on l'acquiert déjà depuis tout petit en jouant à des jeux. Il y a vraiment des jeux spécifiques auxquels on peut jouer pour acquérir chaque expérience. Alors, j'entends ce que vous dites sur ce plateau, mais il n'y a qu'aujourd'hui aussi, il y a des centres de jeux, je ne sais pas si c'est l'appellation, des centres de jeux parfois qui sont installés à côté des écoles. Et ça déconcentre les enfants parce que, je vous le dis, moi, paix à son âme, mon fils défunt a failli, n'est-ce pas, se faire prendre dans cet engrenage parce que il y avait une bande d'amis à l'école qui parfois, quand ils sortent de l'école, à midi par exemple, au lieu d'aller très vite à la maison, trouvaient le moyen rapidement d'aller dans un centre de jeu, c'était juste à côté de l'école, jouer. Alors, conséquence, qu'est-ce que ça a créé comme conséquence? Il y avait des petits vols à la maison. Alors, on est tous passés par là. Oui. Je ne parle pas du vol, mais aller dans une salle de jeu alors que... mais ça, c'est pas bien, par exemple, non? C'est aussi une question d'éducation. Qu'est-ce que papa et maman me disaient à la maison par rapport au jeu? Tu as ton jeu à la maison, quand tu sors de l'école, il faut que tu rentres. Et ça, c'est propre à chaque enfant, en fait. Si mon père me conseille de rentrer chez moi après l'école et que je désobéis, j'ai désobéi comme à un moment où je suis allé jouer au baby-foot ou si je suis allé au terrain de sport faire le foot. C'est la même chose. C'est la même chose. Et si on va mettre en avant le fait que les jeux vidéo sont additifs, je suis d'accord, mais ils sont additifs autant que d'autres jeux pour enfants. C'est la même chose. D'accord. En fait. Alors, vous parlez, cher Kofi Tomédé, vous parlez d'avoir un jeu à la maison. Mais ça, c'est quand on a les moyens. Quand on n'a pas les moyens d'avoir ça, et votre enfant, il va à l'école, il découvre d'autres camarades, n'est-ce pas, qui s'adonnent à ce type de jeu. Et donc, par suivisme, il commence par y aller. Alors, Monsieur Aouillon. Je ne suis pas totalement d'accord avec ça, peut-être parce que j'ai une expérience différente. J'ai parlé tout à l'heure du téléphone de mon père. Oui, j'étais l'un des rares à qui son père permettait de jouer avec son téléphone. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Voilà. Ouais. Mais justement, quand mon père a compris que ma grande sœur et moi, on aimait beaucoup ce genre de choses, il nous a acheté l'une des premières Game Boy de l'époque. Une console, à l'époque, c'était quand même un peu rare et tout. Mon père était enseignant, on ne va pas dire qu'on était nantis. Donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des parents d'accepter, d'accompagner les loisirs que leurs enfants souhaitent. Parce que, à la fois, j'ai eu beaucoup de phases. J'ai été très addict de lecture. Mon père m'achetait des livres. J'aime les jeux vidéo. Mon père m'achetait des jeux vidéo. Donc, en fonction des centres d'intérêt de votre enfant. Parce que je doute que si l'enfant s'enfuyait pour aller à la bibliothèque et lire, il y aurait autant de problèmes. En réalité, c'est une question d'image que les jeux vidéo, d'image négative que les jeux vidéo ont eu, qui ont été liés. On ne devrait pas? On ne devrait pas. Les jeux vidéo ont été injustement liés au petit banditisme. Jusque-là, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends, mais je n'accepte pas parce que les parents, à un niveau, centrent toute la vie des enfants autour de l'école, ce qui n'est pas normal. En réalité, un enfant n'est pas né pour étudier dans ses 15 premières années. Il a aussi le droit d'avoir des loisirs. Et s'il aime les jeux vidéo, un parent doit pouvoir l'accepter et le mettre dans les meilleures conditions pour une pratique saine. Je ne dis pas que la pratique malsaine n'existe pas, mais la pratique saine existe. Parce que moi, je connais beaucoup d'amis, justement, qui, même s'ils n'ont pas eu accès aux jeux vidéo à la maison, tu as toujours un ami, un cousin, et tu dis à tes parents, je vais là-bas pour qu'on fasse telle chose. Tant qu'il est informé, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les vols et ce genre de choses, en réalité, ce sont des épiphénomènes
Et je pense sincèrement que ce sont des cas vraiment est-ce marginaux. que, logiquement, en toute honnêteté, est-ce qu'on devrait installer des centres de jeux autour des écoles? Vous à moi. Est-ce qu'on devrait installer des terrains de foot autour des écoles? Bah, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on devrait installer des c'est pas salles... la même chose, monsieur Aouyon. Si, c'est pratiquement la même chose. Pourquoi le foot et pas les jeux vidéo? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. C'est toujours ça, en fait. Je pense que dans les années 80, 90, il y a vraiment eu une fixette d'une génération qui sont aujourd'hui des parents sur les côtés néfastes du jeu vidéo. Et je pense qu'il y a beaucoup plus... Mais vous le dites si bien sûr, les côtés néfastes. C'est qu'il y a des côtés néfastes. Il y a des côtés néfastes dans tout. Par exemple, on reproche aux jeux vidéo le fait que les joueurs passent beaucoup de temps assis. Est-ce que quelqu'un se demande combien de temps les joueurs d'échecs ou de belote, par exemple, passent assis? Au-delà de ça, il y a aussi des images d'une extrême violence qu'on voit dans les jeux vidéo. Oui, mais non, il y en a pas mal. Il y a ce qu'on appelle... Ce que vous oubliez, Monsieur Aouyon, c'est que c'est vrai que c'est le monde virtuel, mais on n'a pas tous la même sensibilité. Et justement, c'est pour ça que les jeux il y a des enfants qui ont tendance à franchir la limite du virtuel et qui veulent reproduire ce qu'ils voient à travers les jeux vidéo. Mais justement, il y a ce qu'on appelle l'indice PEGI au niveau des jeux vidéo. D'accord. Ce qui fait qu'il y a des jeux vidéo qui sont indexés pour les enfants de 7, 8, 9, 10, voire il y a des limites jusqu'à 16, 18 ans. Il y a même des jeux qui sont interdits au moins de 21 ans. C'est la responsabilité du parent de s'assurer. De contrôler tout ça. Voilà, de contrôler tout ça. C'est une histoire d'accompagnement. Oui. Voilà. Et pour revenir par rapport, vous aviez dit, nous on les appelle des salles de jeu. Le terme communément, c'est des salles de jeu dans les quartiers. Il y en a dans tous les quartiers. D'accord. Nous, on est passé par là. Mais ça n'a pas fait de nous des voleurs. Oui, mais ça c'est vous. Non, ça c'est vous. Malheureusement, non, je suis sérieuse. Oui, parce que ce dont je parle ce matin, Abdelkader, je l'ai vécu. Bien sûr, et je comprends. J'ai des parents qui l'ont vécu avec leurs enfants. Des enfants qui, au lieu d'aller par exemple au catéchisme, d'accord, ils disent aux parents, on va au catéchisme. Mais au lieu d'aller au catéchisme, ils vont s'asseoir dans des salles de jeu. C'est une réalité. Je pense que sur la table, on se reconnaît tous dessus, dedans. À un moment donné. Vous l'avez fait aussi. Moi, vous avez menti à papa et à maman. Ma mère, je suis désolé, si elle voit ça, je pense qu'elle va voir ça souvent. Moi, je suis de religion musulmane et les dimanches, je devais aller à l'école coranique. Mais combien de fois on m'a supplié à la salle de jeu? C'est pas pour autant, c'est juste qu'à un moment, elle a compris. Mon enfant, oui, est vraiment attiré par ce truc. Quelle est la solution qu'il faut faire? On va parler. Je veux que tu ailles à l'école, que tu te concentres et tout. Je te donnerai ton temps. Les samedis, tu veux pas faire les études, tu veux aller jouer. Il n'y a pas de souci. On n'a pas autant de moyens au départ, mais je te mets à disposition tel montant. Vas-y. D'accord. Elle a essayé de rencontrer celui qui détient la salle de jeu. Il venait à la maison, il mangeait chez nous. Donc, elle a créé un cocon où je me retrouvais pas forcément avec des inconnus. J'avais des gens qui pouvaient me parler au dehors et s'incruster dans mon éducation. C'est-à-dire, si je me comportais mal, ils pouvaient me réprimander parce qu'ils connaissaient déjà mes parents. Donc, c'était un suivi. Comme après, la bibliothèque. Elle vous a pas jugé, elle vous a accompagné. Au début si, parce que c'est compliqué. Mais après, elle s'est rendue compte que soit c'est ça, soit à un moment elle perdait son enfant. Voilà, je perds un lien avec mon enfant. C'est exactement ça. Ce n'est qu'un loisir comme un autre. Donc c'est la posture. C'est la posture donc qu'il faut avoir en tant que parent. C'est ça, c'est ça. Ouais. Comme dans tous les défis, comme dans tous les trucs, comme on parle et on a parlé d'addiction, mais l'addiction aujourd'hui, l'OMS effectivement, Servan le disait en 2018, a déclaré que le jeu avait un problème d'addiction et était une maladie à part entière. Mais il y a plein d'études qui ont démontré après que c'était des bêtises, parce qu'aujourd'hui l'addiction c'est partout aujourd'hui. On dit on fait de l'addiction au sport, mais est-ce que le sport est mauvais pour la santé? Non. Non, pas forcément. C'est la même chose aujourd'hui par rapport aux jeux vidéo. Encore que les jeux vidéo aujourd'hui, l'e-sport, on dit l'e-sport parce que c'est codifié. Donc, vous aviez, comme l'a dit Servan, des normes, des réglementations comme PEGI, le Pan European Game Information, qui
met des restrictions par rapport aux âges. Vous aviez des jeux qui sont destinés aux enfants de 4 ans, des jeux qui sont destinés aux enfants de 16 ans, des jeux qui sont destinés entre les enfants de 16 et de 18. Donc ça aussi, c'est un accompagnement, c'est un suivi que les parents doivent aussi faire, comme dans tous les domaines. Comme dans tous les domaines. On le dit aussi, les écrans, c'est pas bon pour, est-ce qu'en pour les enfants. Non, dans un monde numérique, oui, on dit va pas plus non, poser la question comme ça. on dit pas non. La question, j'en viens. À quelle fréquence on doit jouer, par exemple, si vous devrez vous lancer dans cet exercice? Qu'est-ce que vous direz, par exemple, pour un jeune, pour un ado, à quelle fréquence? Aujourd'hui, il n'y a pas moi, j'ai cherché, il n'y a pas de règle il n'y a pas d'étude qui a été déterminée pour savoir combien d'heures on peut passer à jouer, combien d'heures on peut passer derrière l'écran. Alors, quelle est la limite à ne pas franchir pour éviter de tomber dans l'addiction? En fait, tout dépend de ce que vous voulez être quand vous êtes un gamer. Il y a un objectif par derrière? Il y a ceux qui veulent être professionnels. Ah, d'accord. Les sportifs et les gamers occasionnels. Ok. Donc, moi, gamer occasionnel, je vais peut-être passer 1 à 2 heures devant un jeu. Mais un e-sportif, il peut faire des heures interminables parce qu'il a un objectif à atteindre, il a des résultats qu'il veut atteindre. Donc, pendant que son challenger est en train de faire 11 heures, s'il veut être meilleur que lui, il doit faire 12-13 heures. Très bien. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et pour compléter, ça ne conduit pas forcément à une addiction parce qu'un e-sportif, c'est quelqu'un qui fait de sa vie, par exemple, le jeu vidéo. Donc, il est dedans, il baigne dedans. Et dans certains pays, un e-sportif gagne de l'argent grâce aux jeux vidéo en participant à des compétitions. Et vous? Oui. Vous avez déjà pris part à des compétitions? Bien sûr. Qui vous ont rapporté gros? Bien sûr. Qui nous ont rapporté actuellement en Afrique. Non, pas en équipe, individuellement. Grâce à mon association dont je fais partie, nous avions participé à des compétitions, que ce soit en Côte d'Ivoire, en 2018, où on a fini 4e. Récemment, à Lomé et au Mali, où on a fini 1er. Dans différents styles de jeu. Donc, c'est des compétitions où, à la fin, tu gagnes quand même un truc. Donc, si tu veux exceller, tu es obligé aussi d'avoir une pratique saine qui est derrière et qui te permet d'avoir des niveaux adéquats pour pouvoir challenger les autres compétiteurs. D'accord. Et vous avez aussi pris part déjà à des compétitions? Non. Je suis plus dans la planification et l'organisation. Servant? J'ai fait de la compétition, mais il y a très longtemps. Après, je me suis orienté vers l'organisation d'événements aussi. D'accord. Et je pense sincèrement que cette question d'heures de pratique de jeux vidéo, c'est vraiment, au niveau des enfants, je pense que c'est aux parents de réguler. C'est-à-dire, comme les enfants qui aiment la natation, on ne te permet pas d'aller à la piscine tous les jours le nombre d'heures que tu veux. Il faut vraiment discuter avec son enfant et aussi en tant qu'adulte, voir combien de temps peuvent permettre une pratique saine. Moi, par exemple, là tout de suite, je ne laisserai pas un enfant de 6 ans plus de 2 heures d'affilée devant sa console. Là où un enfant de 15 ans, je pourrais peut-être le laisser 3 ou 4 heures. Mais en m'assurant que derrière, il ait quand même de la sociabilité, qu'il sorte pour rencontrer des gens, qu'il ait d'autres activités. Mais je n'arrêterai pas, je ne l'empêcherai pas de jouer aux jeux vidéo. Ce qui est la mauvaise pratique, je pense. Il faut que les parents adoptent une certaine ouverture et essaient de comprendre. Parce que derrière, je trouve que c'est un peu hypocrite quand derrière, tu te rends compte, en surveillant tes parents, qu'eux aussi sont addicts à certains jeux sur leur téléphone. En regardant bien vos parents. Mais eux, ils sont adultes. Voilà, justement. Ils savent les limites à ne pas franchir. Ah bon, je ne pense pas. J'ai déjà vu des parents à 3 heures du matin se réveiller, prendre leur téléphone et en train de, comment on appelle, de jouer à un jeu sur leur téléphone. Après, ils se rendent compte, mais même s'il est 4 heures, j'aurais dû m'endormir. D'accord, ça arrive à tout le monde. Ça permet de réfléchir. Quand vous avez une facture à payer et puis c'est compliqué, vous avez le loyer, le propriétaire qui toque à la porte, vous n'avez pas, vous levez au petit matin et puis voilà, vous cherchez l'inspiration, vous cherchez... Pardon? Vous avez envie de vous changer les idées. Voilà, changer les idées. Les enfants aussi ont besoin de s'évader. Les enfants aussi ont besoin de s'évader. Et vous, quels sont vos jeux préférés? Actuellement, parce que ça change beaucoup, mais je suis très orienté vers les jeux de sport. Je dirais UFC, qui est un jeu de sport de combat, UFC 5. D'accord. NBA 2K. Là où, voilà. Oui, voilà, exactement. Ce que les parents n'aiment pas, là.
Ça encore, c'est une autre discussion. NBA, 2K, jeu de basket, et on va dire Tekken, jeu de combat aussi. D'accord. Et vous Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est jeu de sport, de foot. Donc, plus PES. Vous savez jouer au foot, mais de façon virtuelle. De façon virtuelle. Aussi de façon réelle, il joue aussi de façon virtuelle. Ça aide Bah, ça, forcément. Ça aide beaucoup. La réalité aide aussi dans le virtuel. Déjà, je suis passionné de foot. J'aime bien ça. Et vous, quels sont vos jeux Plus des jeux de stratégie. Plus dans les jeux de stratégie, de construction, Pharaon, Advance Wars. C'est des vieux jeux. Ça demande... Non, pas vieux. Pas vieux, mais ça demande beaucoup de réflexion. Hein. Ouais, beaucoup. La concentration... Si. Ouais. Si. Bon, ça me permet de jouer aussi mieux aux échecs que d'autres personnes, voilà. Et ça, c'est vraiment, il dit quelque chose de très intéressant. C'est les jeux vidéo donnent aujourd'hui accès, permettent à certaines personnes qui ne peuvent pas avoir un sport réel, d'avoir accès à ce sport de manière virtuelle. Il y a des jeux de simulation de foot, de cyclisme, de basket et de beaucoup d'autres choses. Donc, je pense que c'est aussi un autre aspect de la chose qu'on ne voit pas. Parfois, les joueurs de foot professionnels jouent à des jeux comme Football Manager pour comprendre, j'ai joué à Football Manager pour comprendre certains autres aspects de leur sport. Donc, l'effet pédagogique des jeux vidéo ne s'arrête même pas au niveau des enfants. Il va jusqu'aux adultes. D'accord. Merci. C'est un débat, en tout cas, très intéressant parce qu'on a des sachants, on va dire, sur le plateau. Abdelkader, vous allez permettre rapidement, d'accord, à Nadège Sani de venir sur ce plateau. Vous allez lui céder rapidement votre siège. Vous revenez après. Nadège Sani, qui a checké un peu nos différentes plateformes pour recueillir les différents avis de nos internautes qui ont répondu à la question suivante. Quelles influences les jeux vidéo peuvent-ils avoir sur l'éducation? Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Rachidat. Alors, le sujet de ce jour très intéressant. Très intéressant, d'accord. On sent que vous êtes, on dit une gamer. Une gamer, c'est ça? Alors, une gameuse, d'accord. On sent que vous êtes une gameuse aussi. Bon, j'aime jouer quand même un peu. Ah, d'accord. Vous nous direz après quels sont les jeux, quels sont vos jeux favoris. Mais pour l'instant, qu'ont-ils dit, nos chers internautes? Alors, merci à vous, Rachidat. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. On démarre par Bokor Roland Kalis qui nous a laissé ce commentaire. Parmi les influences positives, on peut citer l'amélioration des compétences cognitives, le développement de la pensée critique, l'enseignement des concepts éducatifs et le développement des compétences sociales. Quant aux conséquences, on peut retrouver la dépendance, l'addiction ainsi que l'exposition à des contenus inappropriés. Gilles ADN est également d'avis que les effets sont à la fois positifs et négatifs dans le sens où les jeux vidéo peuvent constituer un frein dans les études, mais s'ils sont suivis, contrôlés et modérés, ils peuvent se révéler bénéfiques. Selon Aimé Nda, le football est devenu le sport le plus suivi au monde, pas seulement à cause des diffusions des matchs sur les chaînes de télévision. Des jeux vidéo comme Wii et FIFA et d'autres ont participé à la popularisation de ce sport. Ainsi, lorsqu'un enfant se livre à ce jeu, il trouve inévitablement un modèle, ce qui est déjà important pour son avenir. Pour féliciter Gezo Jazz, son jeu favori est Manor Café. Il affirme que ce jeu lui offre l'opportunité d'approfondir ses connaissances en matière de décoration, notamment sur l'harmonisation des couleurs pour créer un superbe rendu. Octave Panon, pour finir, affirme qu'il existe des jeux qui favorisent le développement de l'intelligence chez les enfants. Il cite en exemple les jeux de calcul, mais il souligne également qu'il existe des jeux qui rendent l'enfant paresseux et violent. Les jeux de GTA où l'enfant n'ayant pas encore 10 ans tire avec des armes à feu, fait sauter des immeubles et utilise
des couteaux. Il faut s'attendre à ce qu'il devienne agité et violent à l'école et parfois même, il peut essayer de lever le couteau sur ses frères à la maison. Voilà, merci Nadège Sani. On voit bien que les avis des internautes sont pas aussi différents de ceux de nos invités ce matin. Exactement. Quel est votre jeu favori, vous, Nadège, dites-moi? Les jeux de construction. Les jeux de construction. Oui. D'accord, super. Merci Nadège. Merci à vous. On va vous retrouver demain, n'est-ce pas, toujours sur le débat. Si vous êtes notre Madame Web sur le forum de discussion. Alors on va poursuivre. Servant Aouyon, vous avez suivi, n'est-ce pas, les avis des internautes? Qu'en pensez-vous? Oui. Je suis totalement d'accord avec la majorité des choses et ils ont même soulevé un aspect dont on a parlé tout à l'heure, le top Kader revienne, l'indice PEGI. Le jeu dont on a parlé qui incite à la violence, Grand Theft Auto, GTA, l'indice PEGI de ce jeu est 18. C'est-à-dire qu'il est fait pour au moins... C'est quoi l'indice PEGI déjà? Vous parlez à des néophytes, hein? Pardon. Faut monnayer un peu, hein, mon cher Aouyon. En simple, l'indice PEGI, c'est l'indice qui te donne l'âge minimum que le joueur autorisé pour ce jeu doit avoir. Si tu vois un indice PEGI 7, tu ne peux pas faire jouer le jeu à un enfant de 6 ans. Un indice PEGI 21, c'est pour au moins ceux qui ont 21 ans. L'indice PEGI de GTA est de 18. Donc, donc c'est pour les enfants de 18 ans, au moins. Au moins. Et il comprend en fait la barrière entre le virtuel et le réel, entre l'histoire et les comportements adoptés en société. Grand Theft Auto, c'est un jeu qui raconte l'histoire de braqueurs. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des enfants qui se lèvent avec carrière envisagée braqueur pour se lever, se mettre à imiter les comportements qu'on voit dans GTA. C'est juste récréatif. Et voilà, à partir de 18 ans... Ne dites pas ça, hein, je ne suis pas d'accord. Il y a des enfants qui aiment le danger, qui aiment le risque. Alors là, c'est une autre discussion. Ce n'est pas une discussion exclusivement liée aux jeux vidéo. Qui veulent réussir, oui. C'est ça le truc. En voyant peut-être, parce que le braquage c'est quoi? Ça donne lieu à quoi? Une vie de luxe. Une vie de luxe. Quand l'enfant il voit, il se dit bah tiens. Mais alors, est-ce qu'il faut interdire les films? C'est pas forcément lié aux jeux vidéo. Justement, il vient de parler des films. Est-ce qu'il faut interdire les films? Aussi, non, pas du tout. Mais il faut contrôler, c'est comme on a dit. Voilà, il faut contrôler. Et je pense sincèrement que cette question, en Afrique particulièrement, met le doigt sur autre chose, une question que beaucoup de gens essaient d'éviter, la relation entre les parents et les enfants. Mais bon, ça c'est une discussion pour un autre jour. Pour ajouter mais c'est important dans le cas d'espèce. C'est important dans le cas d'espèce, dans beaucoup d'autres choses, parce que je pense que la plupart des parents ne connaissent pas leurs enfants. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de parents qui ne sauraient pas dire aujourd'hui, voilà mon enfant, voilà ce qu'il aime. Tout ce qu'ils peuvent te dire, c'est qu'il est en telle classe et je lui ai demandé de faire telle chose. D'accord, très bien. Oui, Abdelkader. Donc, pour compléter tout simplement ce qu'il disait, il a parlé de films, mais moi je dirais même, il y a une action, une séquence légendaire que même les enfants de 6 ans aujourd'hui connaissent. C'est une des stars les plus grandes du football. A mis un coup de tête en live devant plus d'une centaine de millions de personnes sur un match lors d'une finale de Coupe du Monde. Est-ce qu'on a dit pour autant que le foot rend violent? Pas forcément. Non. C'est quasiment la même chose. Donc, vous aviez des jeux aujourd'hui, des jeux de combat, et qui sont... Mais dis donc, vous avez des arguments sur ce plateau, franchement. Vous aviez des jeux de combat qui aujourd'hui, et ces jeux de combat nous permettent d'avoir des réflexions aujourd'hui. Les vrais joueurs de combat qui jouent vraiment, quand on les prend et on les met à part, on constate qu'ils ont une réflexion cognitive vraiment très élevée. D'accord. Il faut être sharp, il faut être rapide, il faut préparer son coup, il faut analyser. Et il y a des compétitions qui sont en place et qui sont mises en place par rapport à ça. Alors, au Bénin, pour ce qui est du Bénin, je pense qu'on a une fédération, n'est-ce pas, de gaming. Bien sûr. On en parle rapidement, oui?
La fédération est née très récemment, après un travail de longue haleine de plusieurs associations, dont la plus importante, AfriGamer, dont Cadet fait partie, et je crois Sevron aussi. Et après plusieurs années de travail, cette fédération est née récemment. Voilà. On en parle, Monsieur Arouillon? Oui, c'est une fédération. Il y a eu une assemblée générale de certaines des associations actives au Bénin qui ont voulu se fédérer. Donc, le processus est en cours. Il faut encore qu'elle soit déclarée au journal officiel et plein de choses en cours. Mais c'est la discipline va dans le bon sens en pensant à se fédérer. Il faut maintenant que cela se fasse dans les règles de l'art et que tout le monde soit impliqué. Voilà, ça va rapidement décoller. Ce qui est sûr au Bénin, on peut le dire, c'est un jeu vraiment très bien pratiqué par les citoyens. Et il y a pas mal de compétitions au plan national. Il y en a, oui? Il y a des compétitions au plan national. C'est vrai qu'à l'occasion du FINAB, le groupe Empire, franchement, a permis à beaucoup de personnes de découvrir ce qu'est le gaming. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous faisons le débat aujourd'hui. J'avoue que moi, personnellement, je n'en connaissais pas grand-chose. Et c'est à l'occasion du FINAB que j'ai découvert ce jeu, oui. Bien sûr. Nous avions eu la chance d'avoir été interpellés par le groupe Empire et son président, Ulrich Adjovi, qui a voulu permettre aux jeunes de s'exprimer par rapport à leur art, comme on peut le dire, parce que le FINAB, c'est aussi le rendez-vous des arts, rendez-vous des talents et des jeunes. Donc, il a osé un pari qui a été gagnant, parce que nous avions eu l'occasion. On a vu l'engouement, franchement. Nous étions étonnés, plus de 147 personnes qui se sont inscrites et plus de 150 personnes qui ont participé sur 4 jours. Et en finale, une apothéose. Merci, Abdelkader Martin, coordonnateur Empire Gaming et responsable. Merci pour franchement le débat de qualité de ce matin. Merci également à vous, Christ-Kofi Témédé. Vous êtes Tomédé, vous êtes responsable branding et événements Gaming. Merci à vous aussi, Servan Arouillon, associé partenaire au sein de Nakama Corps. Ce fut un débat très instructif. Alors finalement, on va dire, le gaming, c'est un jeu éducatif. C'est éducatif. Mais à contrôler de très près. Il faut que les parents s'y intéressent. Il faut que les parents s'y intéressent. Voilà. Merci à vous, messieurs. C'est fini pour 5-7 matin de ce jour. On se retrouve demain, vendredi 7 mars 2025, pour un vendredi de la culture comme vous l'aimez.